Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors, bon, pour ma part, je vais faire une présentation très courte, de 10 minutes environ. Christian Godino m'a demandé de réfléchir aux nouveaux apports de l'historiographie, en particulier dans le domaine des antiquités nationales. Mais y a-t-il eu ces dernières années une véritable renaissance de l'historiographie? On a parfois du mal à le croire. Depuis que la discipline historique s'est institutionnalisée dans le dernier tiers du XIXe siècle, la réflexion sur les capacités et les limites de l'histoire et aussi de l'archéologie a pris plusieurs formes. Vers 1900, on a d'abord cherché à poser les règles professionnelles, à établir le caractère scientifique de l'activité historique ou archéologique. Puis après la Seconde Guerre mondiale, on s'est attaché à montrer que dans tout travail sur le passé, la personnalité de l'historien ou de l'archéologue ne s'effaçait jamais. Ensuite, on a observé les formes de langage auxquelles recouraient les historiens, la narrativité, la mise en récit. Et puis on a publié aussi d'utiles anthologies et des dictionnaires consacrés aux hommes du métier. N'empêche, l'histoire de l'histoire, il me semble, reste en dessous de ses possibilités, malgré sa grande utilité comme poil à gratter des historiens et des archéologues, puisqu'elle force à reconsidérer sans cesse ses partis pris. Encore doit-il s'agir d'une historiographie qui n'est pas qu'une liste un peu morne de grands noms, qu'un obituaire, ni même un bêtisier des plus belles bourdes commises par les historiens. La pratique de l'historiographie témoigne des impasses de l'interprétation et encourage vraiment toujours à aller plus loin. Dans ce registre historiographique, Christian Godino a beaucoup contribué à dépoussiérer l'histoire des étranges antiquités nationales, depuis Amédée Thierry, le romantisme, Henri Martin, les manuels scolaires du type Petit Lavis, puis Camille Jullian, son prédécesseur. Donc je vous renvoie notamment à la première partie du dossier Vercingétorix. Christian Godino a eu le grand mérite, je trouve, de ne jamais commettre d'anachronisme dans le jugement rétrospectif. Il sait, par exemple, parler du nationalisme de Jullian sans s'en émouvoir. À sa suite, des chercheurs ont prolongé cet effort de mise en perspective de l'archéologie nationale. Il faut citer notamment certaines enquêtes réunies dans les nouvelles de l'archéologie. Alors, j'ai pris une toute petite part au développement de ces études en terminant, il y a 4 jours, une thèse consacrée à plus de 90 historiens antiquisants qui ont pour point commun d'être passés par l'école française de Rome entre 1873 et 1940. Donc, j'ai étudié leurs travaux de jeunesse, leurs thèses, mais aussi quelques-uns des livres écrits dans le cours de leur carrière. Ces savants qui ont transité par Rome, alors là c'est la promotion 1885-86, avec assis à droite Edmond Leblanc, un des premiers directeurs de l'école de Rome. Donc ces savants qui ont transité par Rome sont appelés romains ou farnésiens, car l'école de Rome a son siège au Palais Farnèse, qu'on vient de voir, dans la capitale italienne. Jérôme Carcopino ou Henri Irénée Maroux sont d'anciens Romains, parmi les plus connus. Ce genre de thèse historiographique qui oblige à jongler en permanence entre les époques demeure encore assez rare et peut déplaire aux spécialistes trop spécialistes. Pourtant, ces anciens membres de l'école de Rome sont essentiels à connaître, car depuis la Troisième République, ce sont eux qui ont occupé les principales chaires d'histoire romaine de l'université française. Et ce sont eux aussi qu'on retrouve ici au Collège de France, au terme d'un parcours très normalisé depuis l'ENS puis Rome, avant qu'un retour à Paris ne s'opère. Dans cette thèse, j'ai parfois regardé comment tel ou tel historien faisait le choix des antiquités nationales. Un choix qui n'allait pas de soi. Dans l'esprit de nombreux savants, la belle et grande histoire est restée longtemps celle de la Grèce et de Rome, les deux terres classiques.
Dès lors, se tourner vers le passé gaulois pouvait tenir lieu de désobéissance au bon goût. Mais au XIXe siècle, la quête des origines nationales devenait elle aussi impérative. Certains des historiens que j'ai étudiés ont occupé la chaire d'Antiquité nationale ici au Collège de France. Camille Jullian, le premier d'entre eux. Ce sont précisément les arguments nationaux qui ont déterminé la carrière de Jullian, souvent guidé par son amour de la France. Marseillais de naissance, il a toujours exalté, par exemple, sa ville natale, fondée par les Grecs. Il a aussi célébré la continuité nationale des Gaulois aux Français par plusieurs mises en parallèle un peu rapides sur le caractère des habitants anciens et nouveaux d'un territoire de la France qu'il juge béni entre tous, et ça on le voit dans les 8 volumes de son histoire. Quoique datée, son œuvre mérite qu'on y retourne parfois. Et on ne sait pas toujours que Lucien Febvre, fondateur avec Marc Bloch des Annales, était un admirateur inconditionnel de Jullian. Tant par ses livres que par les lettres qu'il envoyait à son vaste réseau de correspondants, Jullian se prête à l'analyse historiographique, d'autant qu'il paraissait s'aveugler sur sa propre manière d'écrire l'histoire. Alors le voilà parlant de son Vercingétorix, publié en 1901 dans une lettre que j'ai retrouvée aux archives de Saint-Germain, du musée d'archéologie nationale. Jamais, jamais, jamais je n'ai pensé au présent. La seule comparaison moderne que j'ai faite, page 114 du fameux Vercingétorix de 1901, est entre César et Napoléon, et je veux l'effacer. On n'a point dit ce qui est la vérité, que pour faire mon livre, je me suis enfermée dans mon sujet, que je me suis installée à Gergovie avec mes textes et rien de plus. Toute allusion à un temps moderne a été aussi loin que possible de ma pensée. Je défie qu'on trouve dans mon livre une réminiscence contemporaine. Hormis Jullian, je me suis aussi arrêtée dans ma thèse sur le cas Jules Toutain, qui s'est d'abord illustré en Afrique romaine et qui a été par la suite un fouilleur d'Alésia. On voit Toutain devant sa cabane de fouilles archaïque. Au cours de cette fouille, Toutain s'est enferré dans certaines hypothèses très aventureuses, comme celle du sanctuaire d'Olménique. C'est un dossier assez connu et sur lequel il était facile de revenir. Professeur à l'école pratique dans la 5e section, la section des sciences religieuses, Toutain semble avoir reversé sur le site gaulois un trop-plein d'intérêt pour les phénomènes religieux. Sur le chantier d'Alésia auquel donc il est invité à participer en 1909, Toutain va se montrer très actif et très prosélyte. Il promeut sans relâche la sainteté de l'oppidum. Dégagés en 1912, les restes d'une construction intrigante où une dalle de pierre non taillée repose sur d'autres pierres brutes passent, selon son expertise, pour un sanctuaire dolménique qui aurait été en usage au début de la domination romaine. Avec ces dolmens du néolithique curieusement insérés dans la ville gallo-romaine, l'archéologue table donc sur un long terme du sentiment religieux gaulois assez fort pour résister au temps et à la conquête. Le gallocentrisme de Toutain, qui va faire de lui un polémiste anti-allemand vigoureux entre 1914 et 1918, est déjà en germe. Émile Espérandieu, grand connaisseur du site, a mis à mal la théorie de Toutain, y voyant, lui, plus prosaïquement, un four de boulanger. On a ensuite reconnu là des fours de bronzier. En tout cas, ce genre de méprise n'est pas le propre d'une certaine génération scientifique. D'interprétation en interprétation, l'historiographie trouve en réalité un terrain inépuisable. Dans le domaine spécifique des antiquités nationales, l'historiographie a encore fort à faire, il me semble. Ne serait-ce que lorsqu'on pense à ces phrases de l'identité de la France de Fernand Braudel, sans doute pris au piège de son lyrisme, et qui établit l'acte de naissance de la nation française à la période pré-gauloise et même à l'âge des cavernes. Ne dites pas que la préhistoire n'est pas l'histoire, ne dites pas que la Gaule n'existe pas avant la Gaule ou que la France n'existe pas avant la France, que l'une ou l'autre ne s'explique pas, en plus d'un de leurs traits, par les millénaires antérieurs à la conquête romaine. Aujourd'hui, le facteur national a beau commencer à se dissiper dans les esprits, au gré d'une globalisation un peu floue. Les Gaulois peuvent encore être très malmenés. Alors on songe aux éternelles querelles de localisation d'Alésia, aux réactivations de vieilles bagarres. On nous cacherait le véritable emplacement de la bataille. Et c'est qu'en réalité, chaque clocher veut sa part d'imaginaire. Souvent, une once d'historiographie paralyse toute tentative hasardeuse de révision. Puis il y a les Celtes.
autre dossier énorme qui forme donc eux aussi de beaux spécimens historiographiques. Certains groupuscules d'extrême droite les aiment sans les connaître, d'autant qu'ils n'ont jamais existé tels quels. On prend l'adjectif grec keltos, qui n'a qu'une unité sémantique. On le part de beaucoup de fantasmes. On imagine une alternative au legs gréco-romain. John Collis, notamment pour l'Angleterre, a démonté ces constructions faites a posteriori. Dans ce contexte, quelles sont les études à venir, les projets éditoriaux ? Alors, la revue Antiquité nationale, animée notamment par Laurent Olivier, consacre une de ses sections appelée à croître à l'histoire de l'archéologie et du musée. Cet effort s'accompagne de la parution des cahiers du musée d'archéologie nationale, dont le premier numéro est dédié à l'archéologue Jacques de Morgan, 1857-1924, un des donateurs du musée. Le travail sur les archives scientifiques, qui enrichit les analyses historiographiques, est un autre signe de renouveau. Citons par exemple la mise en valeur des archives Gallia à la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie de Nanterre par Elisabeth Bellon, à qui je dois la consultation des beaux carnets d'Albert Grenier, qui est un des 90 historiens que j'ai étudiés et qui fouilla au début du XXe siècle quelques nécropoles de Bologne. Donc on voit ces images. Eve Gran-Emmerich se dévoue pour sa part à l'exploitation des riches archives de l'Institut. Le projet européen AREA, portant sur les archives d'archéologues européens, a quant à lui connu des hauts et des bas. Toujours en ce qui concerne les ressources archivistiques, Marianne Eltit-Morvillier prépare une thèse sur Espérandieu, le contradicteur de Toutain, évoqué tout à l'heure. Espérandieu, archéologue, épigraphiste, auteur entre autres d'un recueil des bas-reliefs gaulois, et dont les papiers et la correspondance sont conservés à Avignon, au Palais du Rouen. Les archives de Joseph Deschlette, conservées au musée archéologique de Roanne, sont elles aussi de mieux en mieux connues. Parmi les périodiques, une revue Anabase, toulousaine d'origine, mais qui accueille beaucoup de plumes internationales et qui en est à son 9e numéro, et spécialement dédié aux questions historiographiques. On peut citer enfin le programme de recherche lancé par Michel Gras, l'actuel directeur de l'École française de Rome, qui œuvre en direction de travaux donc sur l'histoire de cette institution. Il y a donc quelques signes de renouvellement dans l'histoire de la discipline, dans l'histoire des généalogies scientifiques, des héritages conceptuels, et il se trouve peut-être de plus en plus de bonne volonté pour tenter le pari risqué d'une histoire au second degré qui réveille les hommes confortablement installés dans leurs habitudes professionnelles.